Chers intervenants, chers Olivier Guèze et Frédéric Salé, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à notre soirée qui réunira deux personnalités maintenant bien connues de notre public. Frédéric Salé, qui a présenté il y a peut-être un an et demi un livre, c'est en fait le condensé, il a dit, de sa thèse, qui s'appelle « Voyage sur les chemins de terre brune ». Et Olivier Guèze, qui est déjà venu à nombreuses reprises et maintenant, cette année déjà dans le rôle du modérateur, alors qui réunit les deux personnalités autour de la présentation de l'ouvrage de Frédéric Salé, « Anatomie du nazisme ». Vous le trouvez devant la salle. Et ce livre est paru en 2018 aux éditions Le Cavalier Bleu, dans la collection Idées reçues. Le site internet de cet éditeur indique, je cite, qu'en écho au Blauer Reiter qui a donné son nom à la maison, l'équipe éditoriale partage le même désir de rompre avec la tradition et le refus de tout dogmatisme. Fin de citation. Et c'est cette approche qui a fait sienne Frédéric Salé. Dans son essai, l'auteur s'attache à répertorier et à déconstruire de façon quasi chirurgicale, si on se réfère au titre, un certain nombre d'idées reçues sur le nazisme. Cet ouvrage, aux vertus pédagogiques indéniables, se révèle salutaire à un moment où le culte de l'homme fort émerge de nouveau en Europe, et où les références au nazisme, certaines déformées, décontextualisées ou simplement fausses, sont largement utilisées dans les discours politiques. Nous sommes heureux que Frédéric Salé ait accepté de nous présenter son livre et que Olivier Guèze nous ait fait l'amitié d'accepter la modération de cette soirée. Merci aux deux intervenants, à vous d'être venus, malgré un temps maintenant agréable, printanier. Et je passe maintenant la parole à Olivier Guèze. Bonsoir à tous. C'est vrai qu'en général, au mois de mai, il y a moins de monde ici, mais le nazisme attire toujours les foules, visiblement, et intéresse toujours du monde. La première question toute simple que je voulais vous demander, c'est pourquoi est-ce que vous avez écrit un énième ouvrage sur le nazisme ? À quoi bon ? Bonsoir à tous. Bonne question. Bonne question. Je l'ai peut-être écrit parce que, justement, il y en avait énormément, déjà. Il y en a tellement que la contribution historiographique, alors on a réussi à la chiffrer, cette masse historiographique, malgré la contemporanéité du sujet. Il y avait eu un recensement qui avait été fait à l'Université de Lorraine il y a 3-4 ans qui disait qu'il y avait déjà 37 000 ouvrages uniquement en langue allemande sur le nazisme. Il faudrait évidemment plusieurs vies pour pouvoir tous les lire. Et évidemment, plus on écrit, plus on a tendance à explorer, à analyser, à étudier, à comprendre, mais malheureusement aussi souvent à faire émerger certains poncifs, certaines idées reçues qui arrivent. Et c'est le risque quand on écrit au final de s'éloigner de plus en plus des sources et des archives. Et puis je l'ai écrit, Madame de Seine l'a dit, aussi pour des fins pédagogiques, parce que je suis moi-même enseignant. Alors j'ai des lycéens, j'ai des étudiants, et quand on aborde ces questions du nazisme, très rapidement, ce qui fait écho, c'est finalement pas ce qu'on leur a forcément appris dans les cours d'histoire, c'est ce qui a été véhiculé par les médias, par l'opinion publique, par des discussions qu'il peut y avoir aussi dans les familles. Et c'est très dur en tant que professeur d'histoire de leur faire admettre que les discours qu'ils ont pu entendre ne sont pas forcément le calque de la réalité des archives. Et alors, puisque donc finalement c'est un livre sur les contre-vérités véhiculées à propos du nazisme, il faut juste que vous coupiez, on ne peut pas parler ensemble en fait. Quelles sont les plus grosses vérités propagées à propos du nazisme aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous frappe le plus ? Sur les vérités ou les contre-vérités ? Contre-vérités. Les contre-vérités. Sur les contre-vérités, alors tout dépend du public auquel on a affaire. Quand on a affaire à des jeunes, la plupart des idées reçues qui viennent, c'est de toute façon les nazis avaient prévu.
tout ce qui s'est passé, toute la chronologie du nazisme en action, à partir du moment où les nazis sont au pouvoir en janvier 1933, et l'emballement génocidaire à partir d'août 1941, de toute façon, tout était prémédité depuis l'origine même du nazisme. Et ça, on en est un peu responsable, nous, dans l'enseignement, quand on regarde la chronologie et la façon dont on enseigne l'histoire. Pour beaucoup, les programmes sont articulés autour d'une chronologie qui va de 1933 à 1945, quand on aborde le nazisme. Or, pour comprendre le nazisme, il faut l'envisager sur le temps long, et remonter jusqu'aux racines intellectuelles que l'on peut trouver dans l'Allemagne et l'Europe du 19e. Après, des idées reçues peuvent également être différentes en fonction des catégories d'âge, des chercheurs, des historiens. Il y a des idées reçues qui continuent d'agiter la communauté historienne. La place d'Hitler dans le nazisme, on l'a vu avec la récente parution de Chapoutot-Ingrao sur la biographie d'Hitler au PUF. À l'automne, ça a été l'occasion de revenir sur ce débat que l'on croyait clos. Est-ce qu'on a affaire à un nazisme ou est-ce qu'on a affaire à un hitlérisme ? Quelle est la place ? Est-ce qu'il y a une relation vraiment zénitale d'Hitler dans le nazisme, ou au contraire, est-ce que c'est ce que Mommsen avait appelé le dictateur faible ? Donc ça, c'est vraiment des constantes qui sont dans la communauté des historiens. Autre poncif récurrent, la place du nazisme dans l'histoire européenne, mondiale et allemande. Le nazisme serait une réaction au communisme, quelque chose que l'on croyait d'une théorie complètement éculée après la querelle des historiens dans les années 80. On se rend compte qu'avec la republication des écrits d'Ernst Nolte, notamment, il y a quelques années en France, c'est une idée qui commence de nouveau à être popularisée. Donc tout dépend vraiment à qui on s'adresse, et puis dans l'opinion. Là, j'ai été assez frappé depuis un an. Alors, la montée des populismes en Europe et dans le monde veut ça, mais la référence sans cesse au nazisme. Dès que l'on a un régime autoritaire fort, ou qu'on a ce que l'on appelle un populisme, on a le fameux point Godwin, on a le raccourci à il est allé puiser chez Hitler, ou ça va nous amener un nouvel Hitler. Et ça, c'est systématique. Alors, je trouve intéressant que vous remontiez bien avant 1933 pour évoquer l'histoire du nazisme. Pour vous, en fait, il faudrait commencer à quelle période l'enseignement du nazisme ? Quand est-ce que ça commence vraiment pour vous ? Alors, si l'on s'en tient stricto sensu à ce qu'est le nazisme, c'est-à-dire, déjà, est-ce que c'est un régime politique, un mouvement politique, est-ce que c'est un parti politique ? Tout dépend de quel nazisme on parle. La chronologie classique veut que l'on ferait commencer le nazisme au sortir de la Première Guerre mondiale, avec la structuration d'une idéologie en parti politique en février 1920, puis à l'été 1920 avec un vrai programme. Pour qu'il y ait parti politique, il faut qu'il y ait programme, il faut qu'il y ait un empilement d'idées qui fasse sens aux yeux de la société. Donc la chronologie voudrait qu'on commence en 1920. Or, si l'on s'en tient à 1920, le danger, c'est que nous, quand on l'enseigne, ou tout simplement quand on veut aller travailler sur les archives, on va considérer que ce qui est intéressant, c'est la sortie de la guerre. 1918-19, avec la sortie de guerre difficile pour l'Allemagne. Or, quand on se plonge dans les écrits, pas forcément que les écrits d'Hitler dans les années 20, mais tous ceux qui tournent de près ou de loin au nazisme, on se rend compte que les nazis sont allés piocher dans l'imaginaire intellectuel allemand de la fin du 19e siècle, ce qu'on appelle les mouvements folkisch, les mouvements de l'extrême droite ethno-raciale en Allemagne. Et à mon sens, il faudrait inscrire le nazisme sur ce temps long, ce second 19e siècle, et puisqu'on est en train de parler des bornes chronologiques du nazisme, éviter de l'enterrer avec Hitler dans le bunker en avril 1945. Hitler est mort, certes, mais qu'est-ce que l'on fait de l'idéologie ? Est-ce qu'elle survit à Hitler ? Est-ce que ce terme de néonazisme que l'on voit fleurir dans le second XXe siècle est-il un nazisme à part entière ? Il faut envisager cela aussi. C'est extrêmement compliqué de dire... Voilà, avril 1945, Hitler n'est plus là. Les procès de Nuremberg arrivent à l'automne 1945 jusqu'en 1946. Et ça y est, c'est la fin du nazisme. C'est être un peu court de vue que de penser ça. Donc sur les bandes chronologiques,
l'intérêt du livre a aussi été d'essayer de bâtir cela, d'essayer d'envisager une histoire longue du nazisme qui surtout coupe les bornes classiques du simple nazisme au pouvoir entre 1933 et 1945. Mais en remontant très loin, est-ce que vous ne cédez pas un petit peu à la thèse du Sonderweg? C'est-à-dire c'est cette voie qui aurait mené toute l'histoire allemande, en tout cas à partir du 19e à janvier 1933. Alors c'est le danger, hein, en faisant cette chronologie, c'était de moi-même céder à une idée reçue qui a été une idée, alors pas forcément une idée provenant des historiens, mais une idée provenant des mouvements intellectuels déjà de la fin du 19e, début 20e siècle, comme quoi il y aurait un chemin particulier à l'Allemagne dans le concert des nations européennes. Et puis rapidement, je me suis aperçu que c'était pas faire une histoire longue du nazisme allant de la fin 19e jusqu'à l'après 45, c'était pas forcément faire du nazisme un chemin particulier dans l'histoire de l'Allemagne. On pose souvent la question, est-ce que le nazisme aurait été aussi possible en dehors de l'Allemagne? Ces questions-là, je pense que depuis la fin des années 80, les historiens ont suffisamment travaillé dessus pour dire que non, il n'y a pas de voie particulière à l'Allemagne. On trouve chez certains intellectuels le Irrweg, le chemin déviant, plus qu'un chemin particulier. C'est-à-dire les Allemands eux-mêmes, certains nazis se considéraient comme étant particuliers dans l'histoire de l'Europe. Le docteur Ley, qui était à la tête du Front du travail allemand, il disait « Nous ne sommes pas l'Occident, nous ne sommes pas l'Orient, nous sommes l'Allemagne ». Et à ce titre-là, il fallait qu'il y ait une voie particulière à l'Allemagne. Moi, en tout cas, j'ai pas essayé de l'envisager comme tel. J'ai essayé d'inclure l'histoire du nazisme dans l'histoire de l'Allemagne, certes, mais avant tout aussi dans l'histoire de l'Europe. Faire une chronologie longue du nazisme, c'est pas forcément envisager que le nazisme est une parenthèse, que ce soit une parenthèse dans l'Allemagne, une parenthèse dans l'Europe. C'est essayer d'inclure justement les fameux mouvements folkish dont je vous parlais tout à l'heure, dans aussi l'histoire longue de cet anti-judaïsme qui va se transformer à partir des années 1850 en antisémitisme, et en antisémitisme européen, pas spécifiquement allemand. Est-ce qu'il y a un moment pour vous, puisqu'on en est au nazisme, avant le nazisme, où quelque part finalement le nazisme devient inéluctable en Allemagne? Ou est-ce que finalement, jusque janvier, voire février 1933, c'est quelque chose qui aurait pu finalement échouer? Ou alors pour vous, il y a un moment, très souvent on présente la crise de 29 comme étant un petit peu l'alpha et l'oméga de l'arrivée des nazis au pouvoir, ou pas? Alors, deux moments forts dans votre propos, c'est la question de l'inéluctabilité du nazisme et la question de la place de la crise de 29, puisqu'effectivement, souvent, on lit les deux. On part du principe qu'à partir du moment où la crise de 29 est efficiente dans l'économie et dans la société, puis dans la politique allemande, de toute façon, le nazisme ne peut qu'apparaître. Sur le caractère chronologique du fait que le nazisme est inéluctable, c'est une question qui est très complexe. Jusqu'au dernier moment, jusqu'au moment où le premier cabinet Hitler est constitué en janvier 1933, et même jusqu'en février 1933, une grande partie des dirigeants en place en Allemagne sont sûrs d'une chose, c'est qu'ils vont pouvoir maîtriser Hitler. C'est-à-dire que Hitler est chancelier, certes, mais c'est une marionnette que l'on va pouvoir maîtriser. Une partie de la droite allemande, même une partie d'un autre groupe d'extrême droite qui s'appelle le DNVP, avec Hugenberg, celui qui sera à la tête des casques d'acier, pense que de toute façon Hitler est quelqu'un de maîtrisable. Et à partir de l'incendie du Reichstag fin février 1933, et à partir du moment où des lois de plein pouvoir commencent à être votées en mars 1933, là le caractère inéluctable du nazisme, à partir du moment où il est ancré dans l'arsenal législatif, fait sens. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc je dirais qu'à partir de fin février, début mars 1933, oui, il y a un caractère inéluctable. Le nazisme est là et l'on n'y peut plus rien. Sur la place de la crise de 29, alors là, voilà, typiquement, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe à démonter. Déjà, moi-même, je me suis posé la question, est-ce que c'est une idée reçue? On l'entend tellement. La crise de 29 a amené les nazis au pouvoir. Bon, ça fait sens quand on regarde la chronologie. Crise de 1929, l'Allemagne est frappée à partir de la fin 29, début 1930, et effectivement,
Hitler et le NSDAP qui faisaient entre 0 et 2% en législative, à partir des législatives de 1930, fait 18%. Bon. Donc c'est vrai qu'il y a une concomitance des événements qui fait que l'on pourrait penser, succès électoral explicable par la crise de 29. C'est une réalité. Il faut faire attention parce que ça n'explique pas tout. Si on part de ce principe que la crise de 29 amène ce caractère inéluctable du nazisme, c'est faire fi des problèmes inhérents à la politique intérieure allemande, une politique intérieure allemande qui est déjà certainement secouée à partir de 1928 et l'élection d'un chancelier socialiste qui s'appelle Müller, où les réponses qui vont être apportées à la crise de 1929 sont extrêmement fragiles. Donc ce n'est pas tant la crise de 29 et les conséquences qu'elle a sur le volet économique, c'est surtout les réponses sociales et politiques qui vont être apportées. Que la crise de 29 frappe durement l'Allemagne, c'est indéniable. Il y a un Allemand sur 3 qui est au chômage, 6 millions de chômeurs, 8 millions de chômeurs à temps partiel, c'est une catastrophe économique. Il ne faut pas oublier que quand on est dans la réponse à la crise, l'extrême droite n'est pas la seule alternative possible. Il y a aussi un effritement de la gauche, du KPD, du SPD, qui n'arrivent pas à s'entendre sur cette question de la gestion de la crise, qui émerge. Et cette friabilité de la gauche allemande, elle est perceptible avant la crise de 29. Donc il faut faire attention. La crise de 29 explique beaucoup de choses. Ça n'est pas l'unique explication du succès électoral des nazis dès 1930. C'est qu'il y a eu une perte de repères au sein même de la politique allemande à partir de 1928. Alors, vous avez dit en mars 1933, le nazisme est inéluctable. Vous avez dit précisément, on n'y peut plus rien. Alors très souvent, vous n'en parlez pas dans le livre, mais je voulais avoir votre avis. On dit par exemple que si les Alliés étaient intervenus en 1936 au moment de la remilitarisation de la Rhénanie, peut-être que ça aurait empêché 1939, ou bon, évidemment Munich, ou mars 1939, une partie de la Tchécoslovaquie, etc., jusqu'au 1er septembre 1939. Est-ce qu'on aurait pu arrêter de l'extérieur à un moment avant 1939 ou pas ? Alors, je suis très mauvais en uchronie. Je ne sais pas si j'ai la réponse à cette question. En tout cas, j'ai peut-être une piste. Effectivement, c'est quelque chose que l'on entend assez souvent. Et si on était intervenu avant ? Et si on était intervenu même très tôt, effectivement, dès 1936 ? Je ne sais pas si le résultat aurait été différent. J'ai de très gros doutes. Pour la simple et bonne raison, c'est de regarder la vitesse à laquelle la société allemande a été mise au pas par les nazis. Le terme de mise au pas est employé ici à dessein, puisque c'est un ensemble de lois. De lois à partir de mars-avril 1933, les lois de la mise au pas. La chronologie encore est très parlante. Ça fait partie du premier ensemble de lois mis en place par les nazis au pouvoir, cette volonté que toute la société soit à l'unisson. Même le terme de société, là, je ne devrais même pas l'employer. Le terme de Gesellschaft est à bannir du vocabulaire des nazis. On veut recréer la Volksgemeinschaft, on veut créer une communauté, quelque chose d'exclusif qui va s'incarner autour de la pureté du sang. Et cette volonté, elle est mise en place dès mars-avril 1933. Dans l'imaginaire collectif, on pense beaucoup que c'est les lois de Nuremberg du 15 septembre 1935 qui mettent en place toute une question législative autour de la question du sang et de la préservation de la race. Et on pense que c'est à partir de ce moment-là que ça y est, la société allemande commence à faire communauté. Non, c'est dès mars-avril 1933, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de doutes sur la capacité des Alliés à intervenir dès 1936, à intervenir pour mettre à mal les nazis, certes, mais encore faut-il arriver à mettre à mal la vision du monde nazi qui s'est propagée dans la société allemande, et ce, dès mars-avril 1933, pour ceux qui n'étaient pas déjà convaincus avant et qui ont pu amener leur voix aux élections de novembre 1932. Donc, je n'ai pas la réponse, mais je serais curieux de savoir comment on aurait fait pour dénazifier, comme on l'a dit après 1945, pour extirper des consciences quelque chose qui était déjà bien en place. Toujours avant d'aborder le régime à partir de l'hiver 1933, dans Masse et puissance, Elias Canetti revient ainsi sur l'idée de l'humiliation de l'Allemagne. On
présente souvent, le traité de Versailles, les réparations, la perte de certains territoires, etc. Et il dit quelque chose que je n'avais jamais lu précédemment. Il affirme que finalement c'est l'interdiction de l'armée, ou quasiment plus de force armée, dans le traité de Versailles, qui aurait été la véritable humiliation. C'est quelque chose que vous partagez, puisque vous analysez différentes idées reçues sur les origines du nazisme. Oui, je le partage. Alors, de là à dire que c'est la plus grande des humiliations parmi la liste de Versailles, je n'irai peut-être pas jusque-là. En tout cas, oui, c'est indéniable. Là encore, ça me permet de revenir justement sur une idée reçue. Alors, je l'ai rapidement traitée. C'est la question effectivement de Versailles. On met systématiquement en avant l'humiliation économique, hein, comme quoi l'Allemagne serait à terre par les réparations qu'elle a à payer. C'est une réalité. L'Allemagne est par terre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'humiliation militaire, effectivement. Il y a l'humiliation intellectuelle, l'internationalisation des brevets scientifiques. C'est une humiliation intellectuelle. Le brevet de l'aspirine en 1899, qui est internationalisé, par exemple. Donc c'est une sédimentation de l'humiliation. Il n'y a pas que l'humiliation économique. C'est la partie la plus visible, parce qu'elle va être visible dans les années 20, le rééchelonnement des montants des réparations à payer avec le plan Dawes, le plan Young en 1929. C'est quelque chose qui est visible pendant tout l'entre-deux-guerres. Cette question de l'humiliation militaire, elle est omniprésente, et Hitler, peut-être encore plus que l'humiliation économique, va s'en servir. Hitler est quelqu'un qui va être en capacité de parler aux anciens combattants. Lui-même étant un ancien combattant, lui-même étant un blessé de la guerre, il va se présenter comme l'ancien combattant quand il va parler aux militaires. Et il va jouer là-dessus, effectivement, en disant « Nous étions mieux armés que les autres, nous avions une meilleure stratégie militaire que les autres, il n'y a aucune raison que nous ayons perdu la guerre. » La seule raison qui va être invoquée, c'est la théorie du coup de poignard dans le dos, c'est Ludendorff, c'est que l'ennemi était l'ennemi de l'intérieur et non pas l'ennemi de l'extérieur. Donc cette humiliation, elle est à prendre en compte. Et elle est à prendre en compte, à mon sens, tout autant que l'humiliation économique. Peut-être pas plus, mais tout autant. Est-ce que le nazisme est un avatar du fascisme dans les années 20 et à partir du moment où Hitler arrive au pouvoir ? Alors c'est peut-être la question qui m'a donné le plus de mal dans l'ouvrage, c'est d'essayer de déceler les liens qu'il pouvait y avoir entre le fascisme et le fascisme italien, mussolinien, et ce qui est devenu le nazisme. Quand on regarde les sources, et moi j'ai beaucoup travaillé sur les sources françaises, quand on regarde les archives françaises, le mot qui est systématiquement accolé à nazisme, c'est fascisme. Et c'est un fascisme qui a un sens, c'est le fascisme que l'on pratique en Italie. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le nazisme est un prolongement du fascisme italien, est-ce qu'effectivement c'est un avatar, ou est-ce que le nazisme a quelque chose d'inhérent à sa propre nature, qu'on ne peut pas retrouver au sein du fascisme. Alors il y a eu deux temps dans ma démarche, ça a été d'abord de regarder cette question du prolongement. Effectivement, on retrouve parmi les discours hitlériens, et notamment les premiers discours d'Hitler, alors pas les discours de Lechfeld en 1920, mais il faut attendre que Mussolini ait marché sur Rome pour trouver ça, les discours notamment quand il va sortir de prison en fin 1924, on va trouver une certaine fascination, une certaine admiration pour ce qui se fait en Italie. Cette question de l'homme fort, cette question de l'homme fort qui a réussi à remettre un pays qui lui aussi était à terre. L'Italie n'est pas dans la même situation que l'Allemagne, elle est vainqueur, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu 600 000 morts de la Grande Guerre. C'est un pays qui économiquement et humainement est ruiné. Donc il y a une admiration pour Mussolini, et Hitler va essayer de reprendre certains codes. Certains codes dans déjà sa fabrique de la charismatique hitlérienne, on va retrouver certains codes mussoliniens. Et puis très rapidement, j'ai rompu avec cette idée de l'avatar, cette idée du prolongement, tout simplement là en revenant à ce qui avait pu être produit par l'historiographie, c'est de montrer que la pierre angulaire du nazisme n'est pas la pierre angulaire du fascisme. Ce qui fait le nazisme, c'est cette épine dorsale, cette matrice intellectuelle qui est incarnée par l'antisémitisme. On va retrouver de l'antisémitisme chez Mussolini,
Il n'y a aucun doute là-dessus. Les lois raciales de 1938 sont quelque chose d'abject, de profondément antisémite, mais toute l'organisation du monde chez Mussolini ne s'explique pas au prisme de l'antisémitisme. Or, dans la vision du monde nazi, l'antisémitisme est ce qui va permettre d'expliquer les méfaits du passé pour essayer de bâtir un présent un peu plus utile pour l'Allemagne et surtout incarner cette prophétie du futur et d'une lutte à mort des races. Ça, on ne le trouve pas chez Mussolini. Les lois raciales de 1938 sont un calque assez grossier des lois de Nuremberg, mais ça n'est qu'une idée dans l'emboîtement idéologique de Mussolini. Ça n'est pas l'épine dorsale, contrairement au nazisme. Et à ce titre, il me paraît extrêmement réducteur de dire que le nazisme est le prolongement du fascisme, ou le nazisme serait un calque parfait du fascisme italien. Et à l'époque, que partagent le communisme soviétique et le nazisme? Alors, là, on revient aussi sur l'idée peut-être un amalgame de certaines idées, peut-être une collusion d'intérêts ou d'idées. Alors il faut faire attention, si on part de ce postulat, si on commence à chercher des points communs, on commence à chercher aussi peut-être une certaine linéarité temporelle dans la survenue du nazisme. C'est quelque chose qui avait justement émergé dans un contexte de guerre froide. Il ne faut pas perdre de vue que le nazisme a été un objet de guerre froide lorsqu'il a été étudié, un objet historique de guerre froide et qui pouvait être utile à un camp comme à l'autre. Et on a un historien, Ernst Nolte, qui avait émis cette idée que de toute façon le nazisme ne pouvait être que la forme aboutie du communisme. Il y a nazisme parce qu'il y a communisme, et le nazisme serait une réaction au communisme. Donc là, on était sur cette idée de chercher des points communs, chercher des différences. Et Nolte avait trouvé effectivement des points communs entre nazisme et communisme sur cette question de la peur, cette peur omniprésente d'un ennemi intérieur. Chez les communistes, cet ennemi intérieur pouvait être parfois racial, avec ce que l'on peut trouver dans les années 20, années 24 notamment, une fois que Staline est en place, avec cette peur, ce qu'il appelait la peur du jaune, la peur de l'asiatique. Et Nolte va utiliser ça en disant cette question de la peur raciale a été reprise après par les nazis autour de la peur du juif. Et puis cette question de la pratique de la terreur. Là aussi, Nolte disait que Auschwitz était la réponse nazie au goulag. Il y aurait certaines continuités dans la pratique, l'exercice de la terreur, l'exercice d'une part d'un système concentrationnaire et d'une pratique d'extermination. Bon, effectivement, moi, c'est quelque chose que je ne partage absolument pas, comme la plupart des historiens aujourd'hui. C'est ce qu'on a appelé la querelle des historiens qui a émergé à partir de 1986 et qui a complètement remué les sciences humaines et sociales en Allemagne, entre Nolte d'un côté, puis la sociologie, la philosophie avec Habermas de l'autre. Ils se sont écharpés autour de ces questions. Non, le nazisme ne partage pratiquement rien avec le communisme. C'est aussi un des soucis qu'on a, nous, dans l'enseignement. Quand on voit les programmes scolaires comme ils sont bâtis, on doit enseigner les totalitarismes. Donc on fait des grandes grilles. Alors la pratique de la terreur en URSS, en Allemagne, alors les politiques répressives, et puis on se rend compte qu'il y a énormément de convergences. Il y a des convergences dans les outils mis en place, mais les modes de pensée, les visions du monde, les finalités ne sont en rien les mêmes. Mais pour vous, donc, vous éprouvez une forme de gêne à parler de totalitarisme. C'est-à-dire on ne peut pas mélanger l'URSS de Staline, la Chine de Mao ou l'Allemagne d'Hitler. Il ne peut pas y avoir une grille d'analyse commune à ce qu'on a appelé les totalitarismes au XXe siècle. Alors j'ai une déformation, c'est que j'ai fait des études d'histoire, mais mon directeur de thèse est à Sciences Po maintenant. Donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus axé sur l'histoire des idées, l'histoire des idées politiques. C'est Bernard Brunto, qui est un spécialiste du totalitarisme. Et pour l'avoir beaucoup lu, j'en suis arrivé à cette conclusion que le totalitarisme, c'est quelque chose qui est partagé en sciences politiques, un peu moins en histoire. C'est un idéal type. C'est quelque chose qui a vocation à exister, mais au final, dans la pratique, n'a pas réussi à se mettre totalement en place. Tout simplement, à partir du moment où il y a des poches de résistance dans un État
qui se veut totalitaire, le totalitarisme ne peut pas réellement prendre corps. Alors oui, j'ai un peu de mal à passer par la comparaison, effectivement. J'ai un peu de mal en l'enseignant, tout simplement, quand on parle de l'Italie, quand on parle de l'URSS, quand on parle de l'Allemagne. Je préfère effectivement partir des particularismes, des différences. C'est ce qui me semble le plus important quand on regarde comment ces différences ont permis de faire le lien dans les sociétés et dans les communautés, que de partir des points communs qui souvent sont le produit de l'historien, plus que peut-être de la réalité des archives. Là encore, je ne remets absolument pas en considération le fait qu'il y ait des points communs. Il y a des points communs dans les outils. Il n'y a aucune contestation possible. Mais à mon sens, la différence idéologique est telle que je préfère parler des totalitarismes que du totalitarisme. Justement, restons sur ce thème du totalitarisme. Hannah Arendt estime par exemple que l'Italie de Mussolini n'était pas un totalitarisme. Parce qu'elle donne cette définition comme quoi un État totalitaire est un État qui dispose d'une énorme quantité de population superflue. Et donc il peut y avoir des crimes de masse qui ne déstabilisent pas un État. Et l'Italie n'avait pas suffisamment de population. Et elle situe le basculement de l'Allemagne hitlérienne dans le totalitarisme à partir du moment après le début de l'opération Barbarossa. C'est à partir du moment où l'Allemagne met la main sur des territoires et des populations gigantesques et que commence vraiment l'extermination de masse. Ça, c'est quelque chose que vous partagez ou pas? Ou pour vous, l'Allemagne était déjà totalitaire? Pour vous, quand commence le passage d'une dictature, entre guillemets, classique, tyrannique, à une Allemagne totalitaire? Alors, deux choses sur le raisonnement d'Arendt. Effectivement, elle fait un cas très particulier, elle réserve un sort très particulier à l'Italie. Alors, il ne faut pas oublier que son ouvrage, Les origines du totalitarisme, c'est 1951, de mémoire. On est en pleine guerre froide. Là encore, l'histoire devient un objet politique. Ne pas cibler l'Italie peut être aussi l'occasion de mettre la focale un peu plus sur l'URSS. Ça peut être intéressant de l'envisager comme ça. C'est pas moi qui l'envisage comme ça. On est plusieurs à évoquer cela. Et sur la date du basculement autoritaire en totalitarisme, je pense qu'il faut envisager une chose, c'est le moment où la perte de liberté est totale dans un État. Là encore, est-ce qu'elle peut être totale? Il y a un ouvrage que j'aime beaucoup, qui n'a pas été traduit en français, qui date de 1936, d'un politologue américain qui s'appelle John Louis Spivak, qui s'appelle Europe Under the Terror, et il parle des underground speak, les discours cachés, les discours qu'on tient dans les cafés, qu'on tient dans les brasseries, un peu à l'écart de la Gestapo, un peu à l'écart de la SA qui pourrait rôder dans les parages, qui montre qu'il y a toujours eu une forme de liberté en Allemagne. Je pense qu'il faut l'envisager comme ça. Il faut envisager que le moment où on perd totalement cette liberté, où le moindre propos peut être envisagé comme étant un propos politique, un propos de déstabilisation du régime en place, on est passé à un État totalitaire. Alors la date, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. J'ai toujours tendance à dire qu'il faut regarder ce que préconise la loi, à partir de quand on devient un ennemi du peuple, à partir de quand on devient un ennemi d'État, et puis la pratique, ce que dit la loi, et puis l'esprit de la loi, comment la loi est appliquée. Le durcissement, à mon sens, le durcissement dans la société allemande, on passe totalement dans le totalitarisme à partir de 1938. Non pas qu'on n'y soit pas avant, mais il y a quand même encore une certaine permissivité que l'on n'a pratiquement plus en 1938, pour plusieurs raisons. C'est que Hitler a fait voter toutes les lois qui lui permettent d'avoir le pouvoir absolu en 1938. Il n'y a aucun garde-fou possible au sein du Troisième Reich à partir de 1938. Et puis regardez aussi l'inflation de la détention concentrationnaire à partir de 1938, qui devient colossale. Là où, à l'ouverture de Dachau en mars 1933, on avait les opposants politiques, c'est-à-dire essentiellement les membres du KPD, éventuellement le SPD en 1933. En 1938, ça y est, les droits communs cohabitent avec les témoins de Jéhovah, les homosexuels, les juifs à partir de 1938 et les opposants politiques.
Alors j'aimerais qu'on revienne sur quelques points qu'on connaît peut-être moins à propos du nazisme. Par exemple, les relations du patronat avec le nazisme. Je trouve ça intéressant. Mon collègue Éric Vuillard a écrit un livre qui revenait notamment sur les relations entre le patronat et le nazisme. En tout cas, il la met en scène dans une perspective qui, pour moi, me rappelait beaucoup la perspective qu'avaient certains 68ards allemands et qui disaient nazisme égale fascisme égale capitalisme, quelque part. C'est évidemment beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça, ouais. Et même des 68ards français qui sont encore là-dedans. Alors, c'est très bien dit, le bouquin de Vuillard, c'est un bon livre, mais c'est une mise en scène, effectivement. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur nazisme et fiction, mais c'est une mise en scène. Là aussi, c'est un peu comme le propos sur la crise de 29, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup et que on entendait peut-être un peu moins il y a une dizaine d'années et qui a tendance à revenir, c'est-à-dire l'assimilation, grand patronat, peut-être même encore plus que le grand patronat, le grand capital, assimilation, le grand capital qui aurait financé, qui aurait permis l'accession du nazisme au pouvoir. Pour dire autrement, sans les patrons, pas de nazis. Voilà l'idée de base que l'on peut voir émerger dans certains discours. C'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe que ça parce que ce qui a permis cette idée reçue d'émerger, c'était la partie visible. Effectivement, ça s'est vu, ça s'est su qu'à partir de 1932, alors on va essayer d'être vraiment très précis sur la chronologie, c'est surtout l'automne 32. À partir de l'automne 32, les liens entre les grands patrons et les hauts dignitaires du nazisme et Hitler en premier chef sont de plus en plus fréquents. Il y a des réunions qui, à l'origine, sont des réunions privées qui ne deviennent plus des réunions privées mais des réunions publiques. Donc ça se sait, il y a des contacts. Alors attention, on est à l'automne 32. Le parti, il est déjà structuré. Le parti est déjà un parti qui est fort. Et ce parti fort n'est pas devenu fort grâce à l'appui financier des grands patrons. Relisez, il est traduit en français maintenant, le journal de Goebbels, en 1932, avant la préparation des élections législatives de novembre 32, il est convaincu que la partie est finie. Il y a eu juillet 32, ils ont gagné les élections, il y a de nouvelles élections en novembre 32, ils font moins de voix qu'en juillet 1932, il dit on n'arrivera jamais au pouvoir et les caisses du parti sont vides. C'est dans le journal de Goebbels. Alors, les nazis n'ont plus d'argent. Les liens que va nouer le grand patronat avec les nazis sont avant tout non pas des liens idéologiques, à l'exception de certains, on y reviendra, mais ce sont des liens d'opportunisme industriel. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un historien des années 60 qui s'appelle David Schonborn, qui avait écrit La Révolution brune en 1966. Il disait que le patronat s'était résolu non pas à un premier choix, en parlant d'Hitler, mais à un moindre mal. C'est-à-dire on va vers Hitler parce que de toute façon on ne veut pas des communistes et de toute façon on ne veut pas d'une droite libérale classique ou même d'un parti comme le DNVP dont je vous ai parlé, qui ne servirait pas assez les intérêts du grand patronat. Et là encore, alors le bouquin de Vuillard revient dessus, sur cet ordre du jour, ces fameuses réunions qui se seraient scellées, où on aurait toute une liste de dirigeants, Thyssen, Krupp, Siemens, qui auraient signé un blanc-seing à Hitler. Et on part du principe qu'on a une archive là-dessus, une archive qui a été agitée notamment lors des procès des grands industriels à partir de 1946. On a une archive, mais c'est un brouillon. C'est un brouillon où des grands industriels se sont retirés après, à partir de début 1933, voyant le danger que pouvait amener Hitler à la chancellerie à partir du 30 janvier. Donc pendant ce tournant de décembre-janvier 1933, on a des industriels qui vont même mettre à disposition leurs journaux pour que Hindenburg, le président de l'Allemagne, puisse intervenir en disant « nous ne voulons pas d'Hitler ». Donc c'est une relation qui est très complexe. D'un côté, il y a les enjeux économiques, des enjeux opportunistes, où il faudra bien composer avec un futur chancelier qui éventuellement pourra servir les intérêts du grand capital. Mais il faut aussi faire attention à
avoir quelqu'un qui éventuellement puisse avoir des liens idéologiques avec le monde industriel. Ne perdons pas de vue que les 25 points du programme en août 1920, sur les 25 points, il y a 6 points qui sont des points envers les industriels, anticapitalistes. Le projet du nazisme, c'est un projet antisémite, anticommuniste, mais anticapitaliste aussi. Il les attaque de toutes parts. Donc il ne faut pas imaginer que les industriels et le grand patronat s'est jeté tête la première dans le nazisme en se frottant les mains, en se disant là, il y a quelqu'un qui va pouvoir servir nos intérêts. C'est beaucoup plus complexe que cela. On a un cas particulier, c'est Thyssen, l'entrepreneur, qui effectivement va être très très proche du parti. Et c'est autour de cette figure de Thyssen que c'est forgé cette idée reçue que si Thyssen y était, tous les autres y étaient. Non, tous les autres n'y étaient pas. Au procès de Krupp en 1946, Krupp a eu beaucoup de mal à s'expliquer parce qu'il était présent à des réunions. Il a eu beaucoup de mal à s'expliquer sur le fait qu'il était revenu sur sa position fin 1932. Donc là encore, il faut vraiment regarder la chronologie. Il faut regarder le moment où le parti s'est structuré à partir de 1930 comme une force politique crédible. Là, les grands patrons n'étaient pas tous là. Alors, il y a un autre thème que je trouve intéressant et finalement sur lequel on sait relativement peu de choses, à part pour les spécialistes, c'est la relation entre le nazisme et les femmes. Parce que, évidemment, le nazisme est un mouvement d'hommes qui met en scène une forme de virilité, comme la plupart des dictatures ou des totalitarismes. Quel a été le rôle, quels ont été les rôles de la femme sous le nazisme? Alors on pense tous au rôle premier qui est indissociable de la matrice intellectuelle du nazisme, qui est de procréer. La femme, c'est celle qui va mettre au monde les Allemands de demain. Donc quand on a envisagé jusqu'au tournant des années 70, avec les gender studies qui ont émergé, en gros, l'historiographie des années 45-70 se résumait à ça. La femme dans le régime nazi, c'est celle qui met l'enfant au monde. Et on avait effectivement là-dessus toute une littérature nazie pour aller dans ce sens. Göring, en 1934, il édicte toute une série de commandements à respecter pour la société allemande. Et il dit le rôle d'une femme, c'est de prendre une poêle, prendre un balai et de procréer. Voilà ce que dit Göring en 1934 comme consigne pour la femme allemande. Donc la plupart des historiens, jusqu'en 1970, se sont cantonnés à aller dans cet angle-là de la question de la femme dans le nazisme. C'est resté un angle mort de l'étude historique jusqu'aux études de Rita Talfman, Être femme sous le Troisième Reich, 82 de mémoire à vérifier, ça doit être quelque chose comme ça, où on a commencé à explorer des choses qui avaient été un peu mises sous le boisseau jusque-là, c'est-à-dire que la femme pouvait effectivement être celle qui allait procréer par le biais du Lebensborn, ces structures qui étaient mises en place pour la préservation de la race, mais il fallait aussi l'envisager sous deux angles, la femme victime et la femme actrice du nazisme. Alors effectivement, c'est très bien dit, le nazisme c'est un régime viril, c'est un machisme, le nazisme, clairement. De sa prime origine, ce sont des hommes qui sont à l'origine du nazisme, jusqu'au banc des accusés de Nuremberg, où ce sont essentiellement des hommes, uniquement des hommes. Les 23 à 24 accusés à Nuremberg sont tous masculins. Or, la femme, à la fin 1945, quand on l'envisage, c'est la femme des décombres. C'est ces images qui restent de ces femmes qui sont dans les ruines de Berlin et qui auront vocation à faire apporter la reconstruction de l'Allemagne. Il y a eu des études qui sont développées les années 90, 2000, qui ont fait beaucoup de bien à l'histoire et qui ont montré à quel point les femmes avaient été actives dans la mise en place et la diffusion du nazisme, y compris durant l'expérience génocidaire. Tout simplement, au moment de ces fameuses lois de la mise au pas du printemps 1933, où on a épuré l'université allemande, où on a épuré le système scolaire allemand. Une grande partie du système de l'enseignement était dispensée par des femmes. C'est des femmes qui avaient pour fonction, alors encartées au parti ou pas,
hein. On n'est pas obligé d'adhérer, contrairement au PNF en Italie, on n'est pas obligé d'adhérer au parti. Mais ces femmes-là vont avoir vocation à diffuser la vision du monde nazi. Donc le premier contact qu'ont les jeunes Allemands avec le nazisme, quand ça sort du cercle privé, du cercle familial, ça va être par le biais des discours qu'on va pouvoir trouver au sein de l'éducation. Là, les femmes ont un rôle essentiel. Et puis, il y a eu un ouvrage essentiel de Wendy Lower qui s'appelle « Les furies de Hitler ». Sous-titré les femmes dans le génocide, quelque chose comme ça. Donc cet ouvrage, il est fondamental parce qu'on a vu la place que prenaient les femmes durant l'extermination, où on considérait que jusque-là, c'était une affaire d'hommes. Une affaire d'hommes dans la décision et une affaire d'hommes dans la pratique génocidaire. Or, il n'en est rien. Même avant les Einsatzgruppen sur le front de l'Est en août 1941, quand on a des pratiques de mise à mort massive, je pense à l'action T4, qui commence à l'automne 1939, ces assassinats à la chaîne d'handicapés mentaux dans des structures comme les hôpitaux à Grafenegg, par exemple, ce sont des infirmières qui injectent les piqûres de phénol sur les handicapés. Ce ne sont la plupart du temps pas des hommes. Ce sont des infirmières qui vont passer à l'acte. Et quand on va avoir l'expérience génocidaire, notamment dès août 1941 sur le front de l'Est, il y a 500 000 femmes allemandes qui vont suivre l'avancée de la Wehrmacht, puis lors des opérations de ratissage mises en place par les Einsatzgruppen, et on va trouver des femmes qui vont mettre à mort des juifs. Il y a un cas très célèbre qui est le cas d'Erna Petri, qui a suivi son mari, membre des Einsatzgruppen, et qui n'aura de cesse que de montrer qu'elle peut être l'égale, qu'elle peut être le pendant féminin de la barbarie masculine, et qui ne va pas hésiter à mettre plusieurs balles dans la tête à des enfants juifs. Chose qui jusque-là, dans l'imaginaire que l'on se fait de ces tueries de masse par balles sur le front de l'Est, est entièrement dévolu aux hommes. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des femmes dans cette pratique de la tuerie. Et puis même si on pense aux structures mises en place par le nazisme, les structures ne sont pas systématiquement envisagées par le prisme masculin. On a tous en tête la jeunesse hitlérienne. La jeunesse hitlérienne a son pendant féminin, la BDM, où de 10 à 18 ans, toutes les jeunes filles allemandes à partir de 1936, c'est obligatoire à partir de 1936, vont devoir aller dans ces structures d'enrôlement de la jeunesse. Voilà, donc on va pouvoir trouver comme ça, dans toute la chronologie du nazisme au pouvoir, une place de la femme qui n'est pas simplement celle que l'on imaginait et qui est sous la domination masculine et qui a vocation à procréer. Mais est-ce qu'il y a des études qui montreraient, par exemple, que le régime nazi a été davantage populaire chez les hommes ou chez les femmes? Est-ce qu'on a une idée précise de ça, par exemple? Alors, à ma connaissance, c'est sur les travaux de sociologie politique, on n'a pas grand-chose sur la différenciation par sexe. Les sociologues et les historiens travaillent encore beaucoup sur la question de la classe sociale. Qui a voté quoi en quelle année et de quelle origine sociale on vient, plus que par sexe. Il n'empêche qu'il y a il y avait un dossier, il y a eu un très bon dossier dans le magazine L'Histoire, là, il y a 3-4 ans, montrant l'adhésion massive des femmes au régime. Pour vous donner une idée, pour savoir si les femmes adhéraient globalement au nazisme ou pas, il n'y a qu'à regarder certaines vidéos que l'on peut avoir lors des congrès de Nuremberg et voir la dévotion qu'on peut trouver chez certaines femmes au moment du passage d'Hitler. C'est phénoménal. Alors, toutes les archives filmées, alors évidemment, sont des affiches de propagande. On pense à Leni Riefenstahl, d'ailleurs une femme, tiens, qui met ça en scène, à prendre avec évidemment des pincettes. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est de voir la dévotion des femmes. Alors moi, pour ma thèse, j'avais travaillé justement sur les femmes qui étaient parties faire des séjours en Allemagne et qui avaient pu être invitées et assister au congrès de Nuremberg. Et les femmes comparent Hitler à un dieu. C'est un dieu avec toutes ses fonctions, tous ses attributs. La plupart des femmes trouvent Hitler extrêmement beau et séduisant. C'est-à-dire, on a une sorte de magnétisme
chez des femmes qui sont des femmes françaises, qui n'ont absolument pas eu dans le cerveau tout ce qu'on a pu leur mettre depuis janvier 1933 et même avant. Mais le fait d'aller sur place, d'être dans cette cathédrale de lumière que l'on peut trouver à Nuremberg, on a des femmes qui sont complètement conquises par la simple vision d'Hitler. Donc ça donne une idée, si des étrangères ont cette capacité à être séduites uniquement au contact visuel d'un homme, on peut imaginer la capacité de séduction que cela pouvait avoir au sein de la société féminine allemande. Ce qui est intéressant aussi avec le nazisme, c'est tout de suite après-guerre, la première image qu'on donne, c'est en gros, tout est centré autour d'Hitler. C'est Méphisto qui a séduit et conduit l'Allemagne au ruisseau. Et puis au fur et à mesure, ça s'élargit. Il y a le cercle proche, puis le cercle éloigné, la SS, la Waffen-SS, la Wehrmacht dans les années 90. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Mitläufer, donc ces gens qui ont suivi. Jusqu'où ça va, finalement? Et par ailleurs, et vous en parlez aussi dans le livre, on a toujours eu l'impression que la résistance à Hitler avait été extrêmement minime, quasi nulle. Il y a toujours la Rose Blanche et quelques autres mouvements. Mais il semblerait, d'après ce que vous dites, qu'elle a été un petit peu plus importante qu'elle n'a semblé pendant longtemps. Donc à la fois, ça s'élargit, enfin, tout s'élargit. Qu'est-ce qui... Tout s'élargit. Alors jusqu'où ça va aller, j'en ai aucune idée, effectivement. Premier point sur la question, avant d'aborder la résistance, sur la question de la compromission, jusqu'où aller. Ça fait partie des processus mémoriels. Ces questions justement où tout de suite après-guerre, il faut cibler la responsabilité. Il va de soi que la responsabilité, c'est avant tout le chef, et puis le cercle proche, et puis jusqu'à l'impensable à partir de 1995, cette Wehrmacht que l'on croyait entre guillemets propre, cette Wehrmacht qui va être éclaboussée par le biais d'une exposition à Hambourg puis à Berlin qui va montrer les crimes de la Wehrmacht, comme disait le titre de l'exposition. Donc voilà, on n'imaginait pas que l'on pouvait aller jusque-là, et puis voilà, maintenant c'est justement les compromissions à des échelles inférieures dans la société. Et puis à l'inverse, effectivement, dans le même temps, on voit que la résistance n'était pas que l'œuvre de la Rose Blanche, de Hans et Sophie Scholl, de l'Orchestre Rouge, du Cercle de Kreisau. Bon, on pourrait continuer avec comme ça, des choses qu'on pouvait voir comme des épiphénomènes. En fait, ça tient peut-être à l'élargissement de la recherche. C'est l'historien Christopher Browning qui disait que quand on travaillait sur le nazisme, finalement, on n'étudiait pas l'essentiel, parce qu'on oubliait ce qu'il appelait la zone grise. C'est-à-dire l'essentiel de cette population, mais les historiens de Vichy sont confrontés à la même chose en France. Que faire de l'essentiel de cette population sur lequel on a très peu d'informations, sur lequel on a très peu d'archives, de documentation, qui n'ont ni approuvé, mais qui n'ont ni résisté, qui n'ont pas montré de signes de défiance ou de méfiance envers le régime. Qu'est-ce que l'on en fait? Est-ce qu'elle est quantifiable? Est-ce qu'on peut l'étudier? Est-ce qu'à partir du moment où on met un geste en évidence, c'est un geste de résistance? Je pense à ce docker sur le port de Hambourg en 1936, noyé au milieu d'une foule qui fait le salut hitlérien, et lui ne le fait pas, il reste les bras croisés. C'est un signe de résistance, c'est indéniable. Jusqu'où aller dans les interprétations? Est-ce que ce type d'acte peut être extensible à l'ensemble de l'Allemagne, dans chaque village? Bon, il faudrait regarder au cas par cas. Donc jusqu'où ça va aller, j'en ai aucune idée. Sur la question de la résistance, effectivement, alors là, pour le coup, j'emboîte le pas de Yann Kershaw, avec la mise en place de ce qu'il avait appelé le projet bavarois à la fin des années 70, où on va essayer justement d'élargir, de regarder des études locales. Il avait travaillé effectivement sur l'opinion publique en Bavière pour essayer de voir justement comment à l'échelon local s'était matérialisé le nazisme. Matérialisé dans les urnes, matérialisé aussi dans les résistances. Donc plus on va aller chercher à l'échelon local, plus effectivement on va trouver des actions
parfois individuelles, parfois structurées juste à l'échelle du village, mais qui auront eu effectivement beaucoup moins de retentissement que la Rose Blanche, que les Pirates de l'Edelweiss, que l'Orchestre Rouge. Donc tant que l'on ira dans cette direction, effectivement, peut-être que l'on va réévaluer un petit peu la part de la résistance à l'intérieur de l'Allemagne. Et puis ça tient aussi au fait que pendant des années, résister au nazisme, ça voulait dire résister internationalement au nazisme, une résistance venue de l'extérieur. Mais on faisait fi de la résistance interne à l'Allemagne, pensant que de toute façon, Allemagne nazie égale totalitarisme, donc égale soumission totale de la société, donc impossibilité de résister. Je vais vous poser une question qu'on m'a beaucoup posée ces 2-3 dernières années. Vous pouvez oublier que je suis à côté de vous, mais je vous la pose quand même. Quel est votre avis précis, mais vraiment personnel, sur le nazisme et la fiction ? Je me doute qu'on a dû vous la poser une paire de fois, celle-ci. Mon avis personnel, et d'ailleurs, en lisant un peu entre les lignes cette partie-là du livre, je pense qu'on peut le deviner, je suis favorable à ce que des œuvres de fiction s'écrivent sur le nazisme, ou en utilisant le nazisme, ou en décortiquant le nazisme, ou de toute façon en traitant le nazisme. Ça n'a pas toujours fait sens pour moi, notamment au début de mes études, où en me plongeant dans le nazisme, effectivement, comme tout historien qui a un sujet d'étude, on a l'impression qu'on est propriétaire de son champ d'études et que de toute façon, il n'y a que nous ou que notre petit cercle d'historiens qui pouvons comprendre le phénomène. De fait, les écrivains, les artistes, les intellectuels autres que ceux maniant les sciences humaines et sociales sont juste là pour se servir de ce qui est notre champ d'études, mais ne peuvent pas le comprendre. Or, si l'historien est là pour faire comprendre les choses, je pense que la fiction peut faire passer d'autres éléments et peut aussi être un très bon tremplin à la connaissance. Et mon avis personnel a changé quand j'ai vu en fait toutes les réactions suscitées après la sortie de la liste de Schindler. Alors j'étais trop jeune pour m'intéresser à ça en 1994, mais quand je me suis replongé, j'ai regardé les interviews, les articles de presse, confronté les points de vue, vu aussi les chemins personnels qui s'étaient faits, des gens qui étaient très hostiles à une œuvre de fiction sur un tel sujet et qui petit à petit avaient évolué dans l'autre sens. Moi aussi, j'avais fait mon cheminement et je suis arrivé à cette conclusion que oui, l'œuvre de fiction était nécessaire. Alors pas forcément sur le nazisme, mais de toute façon est nécessaire à la compréhension de l'histoire. Et l'historien est là justement pour venir confronter, venir expliquer et essayer de faire comprendre ce qui peut faire débat. De toute façon, le débat est bon, la polémique est bonne à partir du moment où on a des historiens qui vont essayer de s'en tenir à ce qu'ils connaissent, essayer d'expliquer ce qu'ils connaissent. Je terminerai juste, la semaine dernière, il y a eu une excellente émission sur la Grande Librairie, il y avait Ginette Kolinka, survivante de Birkenau, et qui a expliqué justement comment elle aussi avait évolué par rapport à l'œuvre de fiction. Disons qu'en 1994, elle avait eu beaucoup de mal à regarder la liste de Schindler, et si elle intervient aujourd'hui autant dans les établissements scolaires, c'est parce qu'il y a eu la liste de Schindler. C'est que la parole s'est libérée. La parole s'est libérée aussi avec des œuvres de fiction. La libération de la parole juive, oui, il y a eu le grand silence jusqu'en 60, jusqu'à Eichmann, mais il ne faut pas imaginer que l'ensemble de la parole juive s'est libérée à partir du procès Eichmann. L'œuvre de fiction a pu faire sens pour une partie des victimes et une partie de la société. On pense à Holocauste en 79 aussi, la série qui a amené des choses en Allemagne, c'est indéniable. Est-ce que pour vous, il y a des limites dans la fiction par rapport au traitement de cette histoire ? Les limites de la décence, peut-être. Après, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif et extrêmement personnel. Tout dépend comment on filme, tout dépend comment on écrit. Est-ce qu'effectivement, je pense à Jacques Rivette qui s'était indigné, un film qui s'appelait Capot, où il y avait Emmanuel Riva qui... Dans ce film, le réalisateur a fait tout un travelling où on voyait Emmanuel Riva qui se jette sur les barbelés électrifiés à Birkenau, je crois. Et cette scène était le prétexte à une utilisation parfaite de la technique cinématographique. Bon, est-ce que c'est nécessaire d'aller jusque-là ? Je ne suis pas certain. Il ne faut pas oublier que derrière l'utilisation d'une histoire qui a existé,
Il y a des victimes, il y a des descendants de victimes qui sont des lecteurs, des spectateurs, des téléspectateurs potentiels. Donc pour moi, la limite, elle va jusqu'à la décence. Après, il n'y a pas forcément de limite sur le sujet à traiter. Pensons à Lanzmann qui, une fois Shoah sorti, pensait que l'œuvre était ultime et que de toute façon, aucune œuvre ne pouvait se substituer à Shoah et que filmer ou décrire la chambre à gaz était impossible. Bon, quand Nemesh fait le Fils de Saul, il est adoubé par Lanzmann. Alors, certes, il ne filme pas la chambre à gaz, il filme ce qu'il y a autour de la chambre à gaz. Il filme l'ambiance de Birkenau, il filme la vie et la mort à Birkenau sans aller jusqu'à la vision d'un gazage homicide. Il n'empêche que c'est un film extrêmement fort. Et à mon sens, ce film a eu raison d'exister. Donc la seule limite, pour moi, c'est la limite qui pourrait atteindre les victimes ou les descendants de victimes. Et s'il y a des défauts historiques, l'historien est là pour les rappeler. Alors là, vous avez fait un ouvrage de synthèse. Qu'est-ce qui n'a pas été étudié dans le nazisme? Sur quoi vous voudriez travailler sur le sujet? Et plus globalement, est-ce qu'il y a des angles morts, vous appelez ça des angles morts dans le livre, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas rien ou pas grand-chose encore? Alors, effectivement, on a l'impression que tout a été écrit, et je pense qu'effectivement une grande partie de l'histoire du nazisme a été écrite. À titre personnel, je n'ai aucune idée sur quel thème de recherche j'aimerais aller sur cette question du nazisme, parce que je n'ai absolument pas la prétention de renouveler des grands travaux historiques ou de faire parler les archives pour ce qu'elles ne sont pas. Donc je ne sais pas quels seraient les angles nouveaux à traiter. J'ai juste une certitude, c'est que presque tout a été écrit, mais pas tout. Il y a, à mon sens, un travail qui a à faire peut-être sur l'historiographie du nazisme post-guerre froide. Un des meilleurs ouvrages sur les études historiques sur le nazisme, c'est Qu'est-ce que le nazisme de Yann Kershaw. Mais c'est un ouvrage de fin de guerre froide, la fin des années 80. C'est une excellente synthèse sur comment on a traité le nazisme pendant 40 ans. Mais depuis, et il y a eu beaucoup de choses de fait, depuis la chute du mur, que ce soit en Allemagne, aussi du côté anglo-saxon, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de travaux qui sont publiés. Peut-être qu'une synthèse là-dessus, ça aurait du sens. Après, sur les angles morts propres au nazisme, alors là, c'est par rapport à mon sujet de recherche premier, qui est les liens entre l'Allemagne nazie et l'étranger. Je pense que là encore, il y a encore beaucoup de choses à faire, pas uniquement au prisme des archives allemandes, mais au prisme des archives nationales. Et l'actualité, malheureusement... Quelle zone en particulier? Justement, je pense à l'actualité. On m'a interrogé là, le mois dernier sur une question. Des gens découvraient qu'il y avait eu des partis d'extrême droite en Norvège, aux Pays-Bas, le mouvement Rex en Belgique. Bon, il y a une redécouverte de ces choses-là. Bon, c'est très bien qu'on se replonge là-dedans. Mais effectivement, je pense que les liens sur toute une partie de l'extrême droite européenne dans les années 30, même dans les années 20, 30 et 40 avec l'Allemagne nazie, je pense qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à traiter. Je l'avais vu pendant ma thèse, toute cette partie, notamment qu'on connaît assez mal en France, sur les liens entre les croix fléchées en Hongrie, de Salazie et le nazisme, la Légion de l'Archange Michel en Roumanie, les liens de l'extrême droite roumaine avec le nazisme. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, voir aussi comment la diplomatie internationale s'est positionnée par rapport à ça. À des choses qui sont sues en France, par exemple, qu'une grosse partie de l'Europe de l'Est se rend chez Hitler entre 1933 et 1939, et comment les légations, les représentations et les ambassades réagissent par rapport à ça. Là-dessus, il y a encore des choses à faire. Alors, le nazisme n'est pas l'objet de recherche en tant que tel, mais en tout cas, c'est une des articulations de tout un système au sein de l'Europe qui me semble intéressant à traiter. Sur le génocide juif, il y a des choses qui n'ont pas été traitées, il y a des choses qu'on pourrait découvrir encore ou pas? Tant qu'on a conscience qu'on fait de l'histoire en miettes et que l'archive est un manque, c'est Michel de Certeau qui disait ça, l'archive est un manque, tant qu'on a cette conscience-là, oui, on aura des choses à traiter. On va redécouvrir des archives, c'est indéniable, il y a des archives qui vont sortir. C'est
Sur la Shoah, c'est le principe même de cette extermination et de cette abomination, c'est que quand on s'attache à regarder l'archive du côté de la victime, l'archive a souvent été une archive clandestine, une archive cachée. Pensez à Emmanuel Regenblum, hein, l'historien médiéviste, hein, qui monte tout un comité à partir de la mise en place du ghetto de Varsovie et qui va avoir pour but de collecter près de 6000 documents et qui après va les cacher. Ces caches ne seront découvertes qu'entre 1946 et 1951. Bon, des archives vont continuer à sortir, je pense, j'espère. Peut-être que des archives dont on ignorait qu'elles pouvaient encore parler vont parler. Je pense à l'album d'Auschwitz. C'est 196 clichés qui ont pendant jusqu'à maintenant, jusqu'à récemment, qui étaient en fait très mal compris, qu'on voyait ça comme une succession chronologique. Au final, c'est un outil de propagande. L'album d'Auschwitz, ça n'est en rien la réalité du génocide. Il faut étudier et continuer d'étudier des archives que l'on croyait éculées, même quand on en a relativement peu. Elles peuvent encore nous apprendre des tas de choses. Donc sur la Shoah en tant que telle, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. On a de la chance, on a une institution qui est très efficace, le Mémorial de la Shoah, qui met à disposition des chercheurs tout un tas de documents sur lesquels on doit encore travailler. Je voulais vous poser une question aussi sur l'Allemagne contemporaine. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de normalisation par rapport à ce passé qui a maintenant 75, 80, 85 ans? Et est-ce que l'émergence ces dernières années de l'AfD, donc on peut appeler ça une droite populiste, une droite extrême, une extrême droite, est-ce que cette nouvelle droite allemande est totalement décomplexée par rapport au passé nazi? Je le crois. Oui, je le crois depuis 2017, quand on voit les discours qui ont été tenus par les membres de l'AfD avant les élections, quand on voit les réactions que ça a pu susciter dans le camp adverse. Je crois que c'est Sigmar Gabriel qui disait ça y est, les nazis sont de retour, après les discours de certains membres de l'AfD. Chose que l'on pensait impensable d'entendre de tels discours où on va honorer un certain crime de guerre commis par la Wehrmacht. Bon, oui, une extrême droite en Allemagne décomplexée, c'est le cas. Est-ce que ce passé est totalement liquidé en Allemagne? C'est dur à dire. Adenauer disait que ça y est, il fallait passer à autre chose. La page était tournée. Je pense que la dénazification n'a pas permis de tourner la page en Allemagne. Le processus mémoriel est un processus qui est long, qui a été beaucoup plus rapide que nous, notre rapport que l'on a pu avoir à la collaboration, au collaborationnisme ou à Vichy. Mais tout n'est pas fait, je pense, en Allemagne. Prenons quelques cas simples et concrets. Quand on voit les réactions que peuvent susciter certaines commémorations, certaines mises en place, je pense au Denkmal, le monument aux Juifs, ces 2700 stèles de béton que vous pouvez voir à Berlin. Bon, ça n'est pas une décision politique, c'est venu de la société civile, c'est venu d'une commande d'un historien, Eberhard Jäckel, et ça a eu beaucoup de mal à se mettre en place. Quand on voit la difficulté qu'a eu la ville de Munich par rapport à son passé, ces fameuses pierres de trébuchement qu'on peut trouver en Allemagne, qui ont été interdites jusqu'à il y a très peu de temps à Munich. On voit aussi qu'il y a une mémoire à plusieurs vitesses en Allemagne. Ça prouve que passé décomplexé, certes, mais il n'empêche qu'il y a encore un travail d'historien à faire pour que la mémoire et l'histoire soient apaisées. Mais comment l'historien et le citoyen, mais d'abord l'historien, réagit à cette espèce de banalisation totale, quelque part, du nazisme? C'est-à-dire aujourd'hui, on se traite de tous les noms, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ailleurs. Le fait qu'on emploie ce mot à toutes les sauces, cela dit, ça avait commencé en 68 avec CRS-SS, mais je veux dire, quand on voit des manifestations de gilets jaunes qui se comparent à des déportés ou qui traitent Macron de nazi, ça fleurit de partout. Qu'est-ce que l'historien et qu'est-ce que la société peut faire finalement pour mettre des barrières et repréciser les choses? Ou est-ce que finalement c'est trop tard et
quelque part, on en a tellement parlé que d'une certaine manière, on est aussi victime de la façon dont on a exposé, à juste titre, les crimes, le régime, etc. Je crois que malheureusement, le nazisme est devenu un outil argumentatif, un outil rhétorique, pratique, facile, que tout le monde peut utiliser, parce que même sans avoir fait des cours d'histoire, c'est l'incarnation paroxystique du mal. Hein, c'est l'idéal mortifère, c'est la haine absolue. Ce qui fait que quand vous opposez à un quelconque argument tout de suite l'idée du nazisme, on ne peut rien vous rétorquer. C'est le fameux point Godwin. C'est-à-dire, au fur et à mesure où un débat dure, si vous exposez l'idée du nazisme, vous avez clos la discussion. Et malheureusement, quand on est dans une période où on a des haines inhérentes aux sociétés qui affluent, qui affleurent, qui montent, on a tôt fait d'exhumer le nazisme. Alors oui, je pense que l'historien peut faire quelque chose encore. L'historien peut et doit faire quelque chose. À titre personnel, je l'avais fait. Le Nouveau Magazine littéraire m'avait demandé justement de travailler sur la rhétorique. J'avais fait un article au mois de février, je crois, là-dessus, où on m'avait demandé quelle est la différence entre le populisme, le fascisme, le nazisme, le néo-nazisme, puisque c'est les mots qui reviennent systématiquement, ils sont toujours accolés, on ne voit absolument rien. Bolsonaro au Brésil, est tantôt un populiste, un coup c'est un nazi, un fasciste, Orban en Hongrie, c'est pareil, et Macron maintenant, ben voilà. Cela dit, c'est pas nouveau. On a présenté Nasser comme le nouvel Hitler. Il y en a eu des dizaines et des dizaines des petits Hitler. Ouais. Peut-être la nouveauté, c'est que j'ai l'impression dans le débat public, tout vient s'entrechoquer. C'est-à-dire avant, on avait une figure de proue qui pouvait se référer à Hitler. Là, effectivement, dans le débat public, on se rend compte que la comparaison n'est peut-être pas forcément systématique, mais en tout cas, elle est extrêmement rapide. Alors l'historien, il peut et il doit. Il doit tout simplement parce que s'il n'est pas là ou qu'il n'est plus là, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de garde-fou. C'est-à-dire, si l'historien n'est pas capable, par une explication claire, argumentée et surtout documentée, s'il ne peut pas prouver que la comparaison est inefficace, alors effectivement, on n'est plus dans la question de la compréhension, on est dans la question de l'opinion. Chacun y va de son opinion. Et l'historien doit être là aussi pour canaliser les opinions. Moi, je suis effondré de voir que dans les débats qu'on peut trouver sur les radios ou les télés, il y a si peu d'historiens. Quand cette comparaison vient, qui est-ce qu'on invite ? On invite des leaders d'opinion, des journalistes. Bon, certes, mais un historien, on évoque le nazisme. Des sondeurs. On invite beaucoup de sondeurs. Ouais, ouais. Mais où sont les historiens ? Moi, je m'étais fait reprendre une fois, c'était Bernard-Henri Lévy, l'an dernier, qui avait assimilé l'Iran au régime nazi. Bon. Donc j'avais fait une réponse dans l'IB, et bon, alors j'avais eu des commentaires flatteurs, mais je m'étais aussi fait tomber dessus, pas par l'argumentation, mais mais pourquoi vous faites ça ? Vous n'avez pas autre chose à faire que d'aller démonter l'argumentaire de BHL. Bon. Ben non, j'ai pas mieux à faire. Pour moi, un historien, ça doit être une de ses priorités. Il est là pour aller dans les archives, il est là pour enseigner, pour faire de la recherche, mais il est aussi là pour intervenir dans le débat public. En déplaise à certains. Effectivement, peut-être que c'est plus rassurant pour certains de ne pas voir les historiens s'immiscer dans le débat public. Mais sur des questions de fond comme ça, où l'histoire devient un outil d'opinion, moi, ça me gêne. Donc, tant qu'on me le demande, je continuerai. Mais effectivement, cette comparaison me désole. Quand BHL traite le régime iranien ou l'Iran de nazi, vous lui répondez dans un journal et vous savez qui va le lire. Oui. C'est facile. Tout à fait. C'est classique, c'est à l'ancienne. Lorsque vous avez des gilets jaunes qui se considèrent comme des déportés ou qui mélangent tout, là, on les touche comment, en fait, ces gens-là ? Parce que si vous faites un point de vue dans l'IB, vous ne les toucherez pas. Je crois que le législateur, il a un rôle aussi là-dedans. Je crois qu'on ne peut pas tout dire à propos de l'histoire. Là encore, on revient à des
à des débats qui avaient lieu lors des lois mémorielles, notamment lors de la loi Guesso en juillet 90. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Les réseaux sociaux sont devenus incontrôlables. Les commentaires, effectivement, vous allez sur Twitter, vous tapez l'occurrence Hitler ou nazi dans le moteur de recherche, mais vous avez 1000 tweets par heure sur ce sujet. Et effectivement, moi sur Twitter, je ne peux pas répondre individuellement à chacun. J'en ai pas envie de toute façon. Peut-être que le législateur doit intervenir aussi. Jusqu'où on peut aller dans l'utilisation de l'histoire. J'habite dans un petit village, moi, en Isère, à côté de Grenoble. Je suis parti ce matin. Sur l'office du tourisme, il y avait tagué Castaner égale Himmler. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut, nous, à l'échelle locale, dans un petit village, comment faire face à ça? J'avoue, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Je pense que vous avez raison, cette question de... Oui, c'est une technique à l'ancienne dans un journal. C'est clair, c'est à l'ancienne. Je sais qui va me lire. Je sais que les opinions seront plutôt favorables. À l'ancienne, certes. Mais que peuvent les historiens si on ne leur donne pas plus droit de citer? L'historien ne doit aussi pas être tout seul. Il n'y a pas que l'historien, peut-être qu'il y a la réponse à ces comparaisons hasardeuses ou, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis dans ce cadre-là de la discussion, l'histoire n'est pas propriété de l'historien. Vous avez un rôle à jouer, j'ai un rôle à jouer moi aussi en tant que citoyen, en tant qu'historien certes, mais en tant que citoyen aussi. Voilà, je pense qu'on a tous notre rôle à jouer dans une certaine mesure. Et le législateur peut être en premier chef. Mais là, c'est plus un avis politique personnel. Actuellement, vous enseignez dans un lycée? Oui. Et alors, comment on enseigne le nazisme en 2019? Ils ont quoi, 15 ans, 16 ans, 17 ans? Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'on ne peut plus dire? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus dire? Et plus globalement, comment on enseigne cette histoire avec bientôt plus aucun témoin direct? Alors là, on pourrait passer du temps sur ces questions fondamentales sur l'enseignement. Comment on enseigne le nazisme aujourd'hui? On l'enseigne mal, pour plusieurs raisons. C'est que les professeurs, à mon sens, ne sont pas assez formés sur cette question. Ils sont formés sur beaucoup de choses, mais quand on arrive sur ces questions qui peuvent devenir des questions qui se transforment rapidement en questions politiques, on peut très vite être désarçonné en tant que professeur. Si on n'a pas une rigueur scientifique et intellectuelle absolue, on peut être mis en défaut. Quand dans certains établissements difficiles, tout de suite, quand on dit on va aborder le nazisme, c'est « Ah, encore les juifs ». Bon, qu'est-ce qu'on répond à ça? Ça peut devenir rapidement compliqué. C'est une minorité d'établissements. Attention, il ne faut pas imaginer que ça se passe comme ça à chaque fois. Moi, je n'ai jamais été confronté à ça à titre personnel. Mais il faut que les professeurs soient déjà mieux formés. Deuxièmement, il faut encore faire attention. On a trop tendance à mettre beaucoup de pathos dans l'enseignement du nazisme, notamment dans les outils qu'on va utiliser. Très souvent, quand on fait le cours sur le nazisme ou le cours sur la Shoah, c'est le moment où on va passer un extrait de Shoah de Lanzmann, on va passer la scène d'Abraham Bomba, du coiffeur, et on va être bien dire aux élèves, regardez bien ce qui se passe, regardez comme le témoin est déstabilisé. Il faut faire très attention à ça. Comme si, parce que c'était le cours sur le nazisme, on avait besoin de l'œuvre fictionnelle, et comme si on n'avait pas d'autre réponse à ça que je passe par un document qui est un document sonore, imagé. Donc là aussi, il y a des choses à revoir sur cette façon dont on enseigne. Et puis, on revient à ce qu'on disait en propos liminaire tout à l'heure sur les totalitarismes. Ce nazisme, comme le fascisme, comme le stalinisme, est dilué dans ce cours sur les totalitarismes. Ce qui fait qu'au final, quand un élève sort du lycée, qu'est-ce qu'il a retenu? Le nazisme est un totalitarisme. C'est déjà bien. C'est déjà très bien s'il a compris ce concept de totalitarisme. Est-ce que l'accent est assez mis sur la particularité du nazisme, sur les particularités, sur ce qui fait cette particularité de l'antisémitisme au sein du nazisme? Je ne sais pas si l'élève est en mesure de comprendre ça. Et pour avoir eu aussi certains étudiants à l'université, on s'en rend compte finalement entre un élève qui a eu ses cours de première, parce que c'est enseignant en première, puis qui arrive à l'université. Finalement, la différence, c'est
pas énorme avec un élève qui est sorti de 3e. Hein, les grandes thématiques sont là. Au final, est-ce qu'on a percé vraiment ce qu'était la matrice intellectuelle du nazisme? Les impératifs horaires sont tels qu'on a du mal à aller dans le détail. Et sur la question des témoins, alors là aussi, c'est une question très, très complexe. Qu'est-ce qui va rester une fois que les témoins ne seront plus là? Il restera nous. Je reviens à Ginette Kolinka qui parlait l'autre fois, la semaine dernière, puis elle était ce matin sur France Inter. Elle disait, voilà, bientôt je ne serai plus là, et bientôt il n'y aura plus de témoins, mais les graines sont plantées. Voilà. Le témoignage a eu lieu. Je crois qu'il faut rester assez optimiste sur ce qui va rester. Il faut rester assez optimiste parce que l'ère du témoin, comme disait Annette Vivorca, l'ère du témoin a eu lieu, elle continue d'avoir lieu, et nous en sommes redevables, nous en sommes les tributaires. Nous sommes tributaires de l'histoire par les archives, nous sommes aussi tributaires d'une histoire par la mémoire et par l'histoire orale. Donc, à titre personnel, je ne suis pas inquiet. Quand les témoins disparaîtront, les historiens, les professeurs d'histoire-géographie, vous qui avez accueilli la parole des témoins, vous serez encore là. Et nous sommes, je pense, tous en mesure encore de transmettre. Et les romanciers. Et les romanciers. Est-ce que vous avez des questions pour Frédéric Sallet? Oui. Le micro est derrière, on va vous donner la parole après. Oui, Frédéric Sallet, vous parliez de la responsabilité des professeurs et des historiens, notamment auprès de la jeunesse et de la société. Et pour rebondir sur les clichés qui sont véhiculés par les Gilets jaunes, etc., est-ce que ce ne serait pas utile peut-être dans l'enseignement de faire de la prévention par rapport au discours de Dieudonné, d'Alain Soral, qui a une large diffusion quand même auprès de la jeunesse? Est-ce que les professeurs s'occupent aussi, quand ils commencent un cours sur le nazisme ou sur l'antisémitisme, de reprendre les thèses, pour ainsi dire, de ce genre de personnes, les indigènes de la République, etc., et de défaire ces arguments parce qu'en fait, les jeunes ils sont déjà pollués par ce genre de discours. Donc, est-ce que vous faites ça quand vous enseignez le nazisme en cours? Alors, merci pour cette bonne question. Alors, il y a des choses qui existent dans l'enseignement. C'est une demande du ministère actuel de former les professeurs sur la question du complotisme. Je parlais du mémorial de la Shoah tout à l'heure qui fait beaucoup de formations sur la question de l'antisémitisme. Il y a maintenant des formations proposées aux professeurs au mémorial de la Shoah sur la question du complotisme avec une organisation qui s'appelle Conspiracy Watch notamment, qui travaille avec l'éducation nationale. Donc les professeurs peuvent être armés s'ils participent à ces formations. Sur la question de la déconstruction des modèles que les élèves peuvent avoir en tête. Moi, je ne pars pas d'une déconstruction du savoir. Je construis le savoir avec eux, et après, si besoin, je m'arrête pour déconstruire leur idée reçue. On est plusieurs à faire ça quand on enseigne. Moi, ce que je fais systématiquement, c'est que dès que j'entends une phrase, un mot un peu plus haut que l'autre, peut-être sur certains chapitres, j'ai tendance à faire comme si je n'avais pas entendu. Là, je m'arrête systématiquement. C'est quelqu'un qui va me dire, quand j'explique le fonctionnement de Auschwitz-Birkenau, qui va me dire « Ah ouais, mais les chambres à gaz, on ne sait pas trop, on n'est pas sûr ». Là, je vais m'arrêter et je vais prendre l'heure s'il faut pour lui expliquer par A plus B, source, archive à l'appui, pourquoi son raisonnement ne tient pas. Et je pense que c'est peut-être la meilleure solution que plutôt partir dans le débat, lui demander « mais d'où tu tiens ça ?» Je pense qu'il faut absolument couper court à la question de l'avis. Ce n'est pas avoir un avis. Voilà, vous parliez des Gilets jaunes, vous parliez du complotisme, de Dieudonné. On n'est pas là pour avoir un débat. On est là pour enseigner l'histoire. Et c'est pour ça que déconstruire les prérequis, oui, moi j'attends qu'ils arrivent dans mon cours pour pouvoir le faire, parce que je préfère qu'ils sortent du cours avec du contenu qui est maîtrisé, maîtrisable et qui va leur servir pour plus tard. Et peut-être qu'éventuellement, ils se diront, tiens, quand je suis sorti d'une heure de cours avec Salé, ça m'a éclairé la vidéo complotiste que j'ai vue sur YouTube la veille.
Alors, je suis certainement très naïf de penser ça. Qu'en sortant d'une heure de cours, ils vont peut-être mettre en lumière la vidéo qu'ils ont vue la veille sur YouTube. Mais j'ose y croire encore. Monsieur derrière. Alors j'ai 2 questions. La première liée à l'enseignement. Que pensez-vous de la pédagogie expérimentale? Je pense notamment au roman La Vague, où un enseignant a tenté une expérimentation pour expliquer le nazisme. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, que pensez-vous de l'ouvrage de James Whitman qui parle du modèle américain d'Hitler, où il défend la thèse qu'il se serait inspiré un peu du fonctionnement de la société américaine pour faire évoluer le nazisme au sein de la société allemande. Merci pour ces questions. Sur la pédagogie expérimentale, et notamment par l'outil La Vague, j'en pense beaucoup de mal. Comment expérimenter dans une classe l'expérience du nazisme? Je ne conçois pas cela. Donc je ne peux pas vous en dire plus. Pour moi, ça ne fait pas sens. C'est quelque chose qui est très intéressant, qui relève pour moi davantage de la sociologie. Pour moi, rangé dans les mêmes catégories que les expériences de Stanley Milgram ou ce genre de choses. Mais voilà, parler de pédagogie expérimentale, à mon sens, on n'expérimente pas le nazisme. On peut expérimenter la soumission d'un groupe à un instant T. Voilà, soumission d'un groupe qui est l'élève, à un instant T qui est le professeur dans le cadre de son enseignement. Et pour moi, ça s'arrête là. Ça n'est pas expérimenter le nazisme que de faire cela. Sur l'ouvrage que vous citez, je ne partage absolument pas les thèses de l'auteur, ni la préface qui en a été faite par Yoann Chapoutot. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans le bouquin. Que les nazis se sont inspirés d'un modèle américain, non. Qu'ils se soient inspirés de certains éléments mis en place dans certains États des États-Unis, oui. L'eugénisme. Bon. Il est évident que quand on regarde les premiers travaux qu'on va trouver chez les raciologues ou chez les eugénistes allemands, on a des similitudes avec les lois qui avaient été mises en place dans l'Iowa, notamment au début du XXe siècle. Donc, qu'il y ait des reprises, oui. Après, bâtir un bouquin, bâtir une thèse entière sur Hitler s'est inspiré du modèle américain, à ce compte-là, on peut le faire pour beaucoup d'États sur la planète et beaucoup de modèles de société sur la planète. Que Hitler se soit inspiré de certaines méthodes que l'on pratiquait en Chine pour avoir des méthodes de terreur dans les camps de concentration à Sachsenhausen notamment, oui, il y a des méthodes similaires. Bon. Donc attention, c'est l'historien Jean-Baptiste Durosel qui disait parfois on a un sujet d'étude et puis on voit tout au travers du prisme de son sujet d'étude et puis ce qui nous dérange un petit peu on le laisse de côté pour prouver l'idée de départ que l'on avait. J'ai un peu peur que ça soit la démarche entreprise. À titre personnel, je ne partage pas cette idée d'un modèle américain qui aurait inspiré Hitler. Là encore, ça a un danger, c'est que ça peut diluer ce qui est le nazisme de la prime origine, qui est avant tout un antisémitisme. Tant de bras. Vous choisissez, en fait. Je voudrais revenir sur mars 36. Je pense que c'est capital, ce qui s'est passé en mars 36. Je suis d'accord avec vous quand vous distinguez d'une opinion assez répandue que si les Français s'étaient opposés militairement à la rémilitarisation de la Rhénanie, ça aurait entraîné une chute du régime. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas du tout certain. Mais, je crois que on sait que si les Français avaient répondu militairement, l'armée allemande aurait reculé, c'était les ordres. Et je crois que ça aurait envoyé un signal très important et que l'armée qui soutenait Hitler dans ses projets de réarmement, comme toute organisation qui est contente d'avoir plus de crédit,
je crois qu'on sait qu'ils étaient très réservés sur les projets de conquête de Hitler, l'attaque de la France, l'attaque de la Russie. On sait que les armées n'ont pas forcément envie de faire la guerre. Ils ont envie d'avoir des moyens. Ça aurait envoyé un signal qui, à mon avis, aurait pu donner, peut-être pas un coup d'arrêt, mais un coup de frein aux ambitions de conquête de Hitler. Et quand vous dites le régime aurait tenu parce que, en fait, la population était déjà imprégnée, était déjà favorable au régime ou le soutenait, j'apporterai là un bémol, en revanche, parce que quand il y a eu les accords de Munich, les agences de renseignement, la Gestapo ou autres, étaient très très bien informées sur l'opinion publique et ils ont constaté que dans leur grande majorité, les Allemands poussaient un ouf de soulagement parce que la perspective de la guerre s'éloignait à court terme. Donc ça, à mon avis, c'est capital. Ça montre que les Allemands, et justement, le régime nazi a été extrêmement déçu. Ils ont dit on a encore beaucoup de travail pour mobiliser les Allemands pour la revanche. Et que cette opinion allemande, en fait, avait, je pense, dans sa majorité, soutenait Hitler dans la mesure où il avait rétabli la situation économique catastrophique, d'une part, ça c'est évidemment capital. Deuxièmement, il avait redonné une fierté à un peuple qui avait été humilié par les Alliés. Mais en revanche, les Allemands n'avaient aucune envie d'une deuxième guerre mondiale et d'une guerre de conquête. Donc il y a une attitude, à mon avis, ambivalente des Allemands à l'égard du régime, une certaine satisfaction sur des points positifs, mais en revanche, pas du tout une adhésion au projet démentiel de Hitler, que d'ailleurs il s'est bien gardé de dévoiler publiquement, sans parler naturellement de son livre, mais je veux dire dans les médias audiovisuels, il s'est toujours arrangé pour se présenter comme une victime et agressé par les autres. Merci pour cette remarque sur le fait que les services de renseignement, je pense au service du SD notamment, à cette structure de renseignement qui avait pour charge de mesurer déjà l'opinion publique, vous avez raison. Mais au final, que la société allemande pousse un ouf de soulagement, qu'elle soit hostile, qu'elle soit favorable ou non à la guerre est menée. Donc la société s'est systématiquement finalement pliée aux décisions du chef. Donc pourquoi cela est possible ? Parce que c'est pour ça que je reviens sur cette idée de l'acclimatation depuis 1933, entre 1933 et 1936. Cela est possible parce que les cerveaux ont été accoutumés à cette idée que de toute façon, il fallait faire communauté. Il fallait faire communauté autour du chef. C'est pour ça que j'ai mis des réserves sur le fait qu'à partir du début 1936, ça aurait été compliqué de changer le cours de l'histoire. Et sur le fait qu'effectivement l'armée, si les Français, alors là encore j'ai du mal avec l'Uchronie, mais pourquoi pas si les Français avaient fait reculer l'Allemagne en 1936, ça aurait été un bon signal. C'est indéniable, le réarmement est ce qu'il est en 1936 en Allemagne, c'est pas le réarmement de 1938-1939, donc c'est indéniable. De toute façon, Hitler n'a aucune intention d'attaquer à l'ouest, ses projets sont déjà ancrés à l'est pour des questions opportunistes, il n'est pas en mesure de rivaliser avec l'armée française ou l'armée britannique, donc j'ai beaucoup de mal moi à me prononcer sur et si c'était passé cela. J'entends vos arguments. Je pense que le poids de la société est quand même à prendre en considération pour toute décision qui a été prise. Oui, bonsoir. On a commencé le débat par une fameuse question, qu'est-ce qui a fait basculer éventuellement Hitler de l'autoritarisme à un certain totalitarisme ? Au vu de ce qui se passait chez Staline, est-ce qu'il ne s'est pas tout simplement inspiré des fameux goulags qui devaient déjà fonctionner, à mon avis, à plein aussi ? Dans le fond, qu'est-ce qu'il y a comme différence de structure, de fonctionnement entre ces deux systèmes concentrationnaires, je dirais ? Et deuxième question, alors, c'est là, je sais que vous n'aimez pas trop l'Uchronie, mais on va y aller quand même, parce que c'est intéressant. Votre argumentaire principal en ce qui concerne l'épine dorsale du nazisme étant l'antisémitisme absolu,
Dans le cas où, en Allemagne et en Autriche, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de juifs, quid du nazisme? Quel aurait été son carburant? Alors, je vais commencer par la dernière remarque parce qu'elle va être extrêmement brève. Le nazisme n'aurait pas pris forme ou une forme différente, puisque tout argumentaire prôné par Hitler dès 1920, et même les... Alors, il faut faire attention, hein, si vous jetez un œil aux 25 points du programme, vous allez vous dire, mais où sont les Juifs? Ils sont cités une fois à l'article 4. Mais en fait, ils sont derrière chaque point. Derrière l'industriel va se cacher un juif, derrière le communiste va se cacher un juif. Donc s'il n'y a pas de juifs en Allemagne et en Autriche dans les années 10, 20, 30, le nazisme n'existe pas. C'est aussi simple que ça. Ce serait un mouvement politique d'extrême droite qui aurait vu le jour. Il existe déjà, c'est Hugenberg, c'est le DNVP. Et Hitler n'aurait pas réussi à agréger toutes ces craintes inhérentes à la société allemande. Relisez la biographie monumentale de Yann Kershaw, il a un chapitre qui s'appelle Le tambour. C'est exactement ça. Hein. C'est Hitler, c'est la caisse de résonance de toutes les craintes qu'il y avait en Allemagne. Ce qui a permis cette résonance, c'est cette image du juif. C'est le juif qui a tout cristallisé. Donc s'il n'y a pas de juif en Allemagne ou s'il n'y a pas de juif en Autriche, eh ben Hitler, il vient en France ou je ne sais où, mais il ne reste pas en Allemagne ou en Autriche. Du moins, il ne pourrait pas faire la politique qu'il avait envisagée. Sur les récupérations ou sur la comparaison entre le modèle des goulags, parce que le goulag, c'est cet ensemble administratif de camps, et le modèle concentrationnaire nazi, oui, il y a des points communs. Les points communs dans les méthodes d'enfermement, dans les méthodes d'humiliation, dans les règlements, hein, dans la satellisation des camps. Hein, les camps de concentration nazis, comme le système du goulag, fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un camp souche, ce qu'on appelle le camp souche, et à côté, vous avez le système des commandos, c'est-à-dire des camps annexes qui sont sous l'autorité de ce camp souche. Après, si on se projette un peu sur la finalité de ce système concentrationnaire, là, on va trouver des différences. Le goulag a une vocation, c'est d'enfermer, de punir, de faire travailler, de tuer, la plupart du temps. Et très souvent, on ne sort pas du goulag. Les zèques, les prisonniers, tels qu'on les appelait, ne sortent pratiquement pas du goulag. Ou s'ils sortent, c'est qu'ils sont morts, ou alors... C'est le cas de Solzhenitsyn, mais on a très peu d'informations. Les camps de concentration nazis, eux, ont deux vocations, punir et de recréer un nouvel individu. Le camp de concentration n'a pas vocation à tuer. Il y a 25% des membres des camps de concentration en 1939 qui mourront en camp de concentration. La mort fait partie du camp de concentration, mais ça n'est pas la finalité du camp. Le travail rend libre. Ce n'est pas de l'ironie de la part de Himmler d'avoir fait inscrire ça. Le travail rend libre, c'est en travaillant, on est dans une philosophie là, de propre aux nazis, c'est que par le travail, on va rééduquer. On va reformer des individus qui étaient la lie de la société, la lie de la communauté, pour pouvoir les intégrer à la communauté raciale. Les seuls qui ne pourront pas être rééduqués, ce sont les juifs. D'où leur bref passage en camp de concentration et la mise en place d'un système qui va être une pratique génocidaire à partir d'août 1941. Là encore, on ne parlera pas de camp d'extermination, je l'explique dans le livre. On ne campe pas sur un lieu d'extermination, à l'exception du site d'Auschwitz qui est très particulier, mais qui n'est pas représentatif de ce qui se fait à Sobibor, à Treblinka, à Belzec, à Majdanek ou à Chemno. On extermine. C'est-à-dire à partir du moment où on sort de la rampe de débarquement et à partir du moment où on est gazé, où on est tué par balle, où on est tué à coups de marteau derrière la nuque à Jasenovac en Croatie par exemple, il se passe 1 heure. Voilà. Donc les logiques sont différentes. Dans les goulags, on ne trouve pas les mêmes logiques, dans les mêmes finalités qu'en Allemagne ou après en Pologne avec le génocide. Une dernière question devant. Vous pourrez parler à l'auteur après. Oui,
Bonsoir, merci beaucoup, c'était passionnant. J'aurais une question par rapport aux femmes actrices dans le cadre du nazisme. Vous n'avez pas évoqué les capots ou celles qui étaient dans les camps. Et je ne m'y connais pas trop, donc je ne sais pas quelle est la proportion entre les hommes et les femmes qui étaient gardiens de camp, et si elles étaient plus, on va dire, sadiques que les hommes. Voilà. Alors j'aurais beaucoup de mal à faire une hiérarchie du sadisme et de la violence, et je ne m'y risquerai pas. Oui, les capots féminines sont même bien connues et tristement connues. Celle qu'on appelait l'ange blond à Auschwitz est très connue. La proportion, j'en ai aucune idée. Je suis honnête avec vous, je n'ai aucune idée de la proportion des capots hommes et des capots femmes dans l'ensemble des sites. Il y en a. Il ne faut pas imaginer, par contre, on parlait du sadisme, que le fait d'être une femme fait qu'elles ont un sadisme moindre que les hommes. Non, les témoignages que l'on a montrent qu'elles ont été tout aussi brutales. Elles peuvent aussi faire preuve de compassion, le terme est mal choisi. C'est Simone Weil qui, dans Une vie, évoque ce passage à son arrivée à Auschwitz. Avant qu'elle change de camp, elle est face à une capo féminine, une capo féminine qui va lui donner une robe notamment, qui va être complètement subjuguée par la beauté de Simone Jacob, à l'époque, pas encore Simone Weil, et qui va lui dire « mais c'est pas possible que tu sois là, tu es trop belle pour être là, et tu es trop belle pour être avec tes guenilles », et elle lui donne une robe. Bon, c'est une femme qui parle à une autre jeune femme. Voilà, donc là encore, il ne faut pas faire de généralité. Oui, il y a les femmes, et l'exemple même de la capo, c'est l'ange blond d'Auschwitz, cette femme absolument sadique. Et oui, mais à Auschwitz, il y avait aussi une autre capo qui a croisé le chemin de Marceline Loridan et de Simone Jacob, et qui ont réussi à amener une touche de vie dans cet environnement mortifère. C'est vraiment la dernière question. À qui va-t-on ? Peut-être monsieur qui... Vous allez m'en vouloir, monsieur Casala, mais on se reverra. Allez-y, monsieur, allez-y. Non, mais allez-y, une dernière. La dernière des dernières. La dernière. Je vais parler sans micro, c'est sûrement mon erreur. Mais enfin, bon, oui, enfin, il y a quelque chose quand même qui m'interroge. Si on visite Saint-Guilhem-le-Désert, où il y a le musée du désert pour les protestants, j'étais très frappé des lois promulguées par Louis XIV qui révoquaient l'édit de Nantes. Et c'est des lois qui sont absolument terribles pour les protestants, qui rappellent forcément ce qui s'est passé par la suite. Les protestants, on leur supprime le travail, ils n'ont plus le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de faire des messes, même cachés dans le... Bon, les curés sont condamnés à mort, les autres envoyés aux galères. Et finalement, quand on leur enlève le travail, quand on leur prend leur possession, quand on les envoie à l'extérieur, à l'étranger, eh bien, on leur interdit de fuir. Qu'est-ce qu'il restait aux protestants dans cette situation-là ? Je pense que c'est un totalitarisme qui égale absolument le totalitarisme nazi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne partage absolument pas Ça va pas vous plaire. Ce qui, pour moi, relève du point de vue et non pas de l'histoire. Non, je ne pense pas que là, dans le cadre, vous évoquez une politique répressive mise en place par l'État. À mon sens, ça n'est pas une politique totalitaire, encore moins une politique génocidaire. Voilà. Ça n'empêche pas, je redis, on est dans le cadre d'une politique répressive mise en place par l'État, mais qui n'est pas insérée à un tout, qui a une finalité, qui est le principe du totalitarisme. Mettre au pas et tendre vers l'État total avec un seul et même objectif, je ne suis pas certain que la mise à l'écart de la société des protestants fasse partie d'un projet totalitaire. Je ne suis absolument pas moderniste, donc je ne m'attarderai pas plus. Bien.
Je suis sûr que Frédéric sera ravi de répondre à vos autres questions, mais pour l'instant, nous allons conclure. Merci, à bientôt. Merci Olivier. Merci à vous.